Bonjour à Bonjour. tous. Voilà, bon, écoutez, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Donc, on recommence, ouais, comme on a fait pendant tout le Covid. Donc là, on est plutôt sur des sujets d'actualité conventionnelle, hein, avec la dispensation adaptée et la facturation des bilans, l'avenant générique. Mais bien évidemment, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Donc, Bénédicte, est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui n'ont pas l'habitude comment on peut poser des questions en direct? Ouais, donc sur le côté à droite, vous avez un onglet avec un point d'interrogation. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question. Moi, je les reçois en direct. Je vais essayer d'y répondre pendant le webinaire et on répondra également à la fin à l'oral. Enfin, Gilles répondra également à la fin à l'oral à toutes les questions, enfin la plupart. Et si on répond pas à toutes les questions, vous pouvez nous les envoyer sur uspo@uspo.fr et on y répondra également par mail. Donc, on va commencer. Donc, on a deux sujets d'actualité. Le premier, c'est la facturation de tous les entretiens, bilan de médication. Et l'autre sujet important, c'est la mise en place de la dispensation adaptée à partir du 1er juillet, la première fois qu'on a une intervention pharmaceutique reconnue et financée par l'assurance maladie. Donc, on commence par la facturation des bilans de médication. Ces bilans, vous savez, et ces entretiens, c'est quelque chose que l'on a mis en place avec beaucoup de difficultés, tout simplement parce que l'assurance maladie ne croyait pas que nous pouvions faire des entretiens pharmaceutiques, un suivi du patient, un accompagnement du patient. Donc c'est un axe stratégique très fort, puisque vous voyez que notre métier évolue et qu'au-delà de notre acte de dispensation, ce qui est important, c'est d'être capable d'accompagner le patient, d'avoir un suivi pharmaceutique qui permet d'avoir des rémunérations complémentaires. Donc ça a été chaotique avec les AVK, mais les AVK, la première année, 14 000 pharmaciens sur les 21 500 avaient commencé à faire des entretiens avec les AVK. Ensuite, on a eu l'asthme, qui n'a pas très bien marché, les AOD, les anticoagulants directs. Maintenant, les bilans de médication partagés et très bientôt, les anticancéreux oraux. Donc, une population fragile qui nécessite bien évidemment un suivi, un accompagnement, et il compte bien sûr sur les pharmaciens pour les aider pour prendre en charge cette pathologie et ces moments qui sont extrêmement difficiles. Donc, c'est un élément important. Par contre, voilà, il fallait sortir de ce paiement à la ROSP, qui était totalement inadapté. Alors, pourquoi au départ on s'est retrouvé engagé dans une ROSP? Parce que c'était le seul moyen qui existait et qui était un copier-coller de la convention médicale qui avait mis en place des ROSP. Et donc, on s'était greffé sur ce mode de rémunération qui n'est pas du tout adapté. Donc, il a fallu changer la loi pour pouvoir être payé comme un acte pharmaceutique et en tiers payant à travers une facture de soins électronique comme nous le faisons aujourd'hui pour nos actes classiques de dispensation. Et nous allons pouvoir le faire pour nos actes de prestation d'accompagnement des patients. Alors bien sûr, la stratégie des accompagnements de patients, c'est bien évidemment un parcours de soins. Et dans ce parcours de soins, il y a plusieurs étapes. Et c'est une fois que vous avez fait toutes les étapes que vous êtes payé. Et c'est comme ça d'ailleurs que les médecins sont payés quand ils accompagnent leurs patients au cours de l'année. Ils sont payés par une ROSP à la fin quand ils ont accompli l'ensemble du parcours de soins du patient, dont nous on est sur la même stratégie, sauf qu'on n'est pas en ROSP, on sera en FSE. Donc on va être payé plus rapidement. Donc une fois que vous avez fini votre parcours, eh bien vous allez pouvoir le facturer immédiatement et être payé. Ça permettra de vérifier s'il y a un incident de paiement. Et là, on pourra le savoir pour quel patient il y a un incident de paiement, alors qu'avant, quand on était payé en ROSP, si vous payez que 70% des entretiens, on ne savait même pas quels étaient les patients qui étaient contestés, donc c'était absolument impossible et ça a découragé bien évidemment beaucoup de pharmaciens. Et j'insiste beaucoup, il faut vraiment relancer
ces entretiens et les bilans de médication et bien sûr les anticancéreux qui vont arriver, parce que ça correspond à une stratégie, à une mise en place d'une coordination où on confie aux pharmaciens le suivi des patients. C'est un élément rémunérateur complémentaire et pas à la place de la rémunération actuelle. On va chercher de la croissance sur des actes qui sont utiles pour les patients. Donc c'est absolument stratégique ce qu'on est en train de mettre en place. Et puis si demain on veut faire le diabète, le risque cardiovasculaire, eh bien il faut réussir ces premiers bilans qui sont mis à notre disposition. Donc, je rappelle le montant de ces entretiens, parce que les montants ne sont pas négligeables. Quand on fait un entretien AOD, AVK ou asthme, c'est 50 € sur la première année pour le parcours, 52,50 € pour les DOM. Et ce n'est pas un one-shot, c'est-à-dire sur le suivi de ce même patient l'année suivante, pour suivre l'observance et vérifier que le patient est stabilisé, eh bien c'est 30 € ou 31,50 € pour les DOM. Pour les bilans partagés, on est à 60 € sur la première année, 63 € pour les DOM, et 20 € l'année suivante si on est sur un suivi classique, et 30 € s'il y a un changement de traitement, il va falloir refaire une analyse clinique et pharmaco de la situation et de la prescription. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable. 100 patients en bilan de médication, ça fait 6 000 €. Voilà, donc c'est un facteur de croissance qui est extrêmement important et puis qui intéresse les jeunes, notamment nos étudiants de 6e année, les jeunes qui sortent de la fac, les jeunes adjoints, qui ont envie de faire de la pharmacie clinique. Et ce sont des éléments permettant de leur confier un certain nombre de missions pour rendre ce métier encore plus attractif que ce qu'il est aujourd'hui. La séquence, un rappel sur les séquences. Donc, pour les entretiens classiques AOD, AVK et asthme, c'est un premier entretien d'évaluation et puis ensuite 2 entretiens thématiques. Alors, c'est quoi un entretien thématique? L'exemple le plus simple, c'est de dire, voilà, vous n'avez pas compris l'utilité du traitement de fond, ça fait un entretien thématique, plutôt que d'utiliser la ventoline. Il n'arrive pas à se servir de son dispositif médical, il va falloir faire une séance d'apprentissage pour bien utiliser le dispositif médical, c'est un entretien thématique. Donc 2 entretiens thématiques, en plus de l'entretien d'évaluation la première année, et ensuite les années suivantes, ces 2 entretiens thématiques avec l'observance. Pour les bilans de médication partagés, je vous rappelle que c'est un premier entretien qui est un recueil de la situation du patient, qu'est-ce qu'il prend comme médicament, qu'est-ce qu'il prend à côté comme médicament, l'ensemble des prescriptions, spécialistes et généralistes. Donc on fait une analyse de l'ensemble des médicaments qu'il prend, également de l'observance. On transmet cette information au médecin traitant avec éventuellement des propositions si certains médicaments peuvent poser problème ou certains dosages peuvent poser problème, notamment puisqu'on est en présence de personnes âgées, où les fonctions parfois rénales et hépatiques ont été affectées. Et ensuite, un entretien de suivi et un entretien d'observance. Ça, c'est la première année, 60 €. Et les années suivantes, c'est s'il y a un changement de traitement, une nouvelle analyse, mais qui va juste porter sur le changement de traitement, un entretien de suivi d'observance. Et s'il n'y a pas de changement de traitement, c'est 2 entretiens d'observance uniquement l'année suivante. Et ça, c'est pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Vous vous occupez de votre patient, vous vous occupez de votre personne âgée, vous vous occupez de votre patient chronique et vous l'aidez à adhérer à son traitement, à comprendre le traitement, à être observant. Voilà, c'est un vrai métier qui est dans à la fois le bon usage du médicament et l'accompagnement et le suivi des patients. Donc, un champ nouveau qui s'ouvre pour les pharmaciens et rémunéré.
parce que parfois on faisait ce travail, mais ce n'était pas organisé, ce n'était pas reconnu, c'était invisible et ce n'était pas rémunéré. Donc là, on a mis ça en évidence, donc maintenant il faut s'en saisir et le prendre comme un axe stratégique, prioritaire dans l'évolution du métier, en y impliquant l'ensemble de l'équipe officinale, les pharmaciens titulaires et pharmaciens adjoints, et ça permet aussi voilà, de souder l'équipe à travers ces projets et cette pharmacie clinique qui est l'avenir de la pharmacie d'office. Sur le mode de facturation, donc la nouveauté, donc pour pouvoir passer de la ROSP à la facture de soins électroniques, comment on l'a fait? Donc, premièrement, quand vous faites adhérer un patient, vous avez un premier acte qui va être facturé, qui est l'acte d'adhésion du patient. Il est codifié TAC, c'est un code traceur, hein, il est à 1 centime, bien évidemment, ça n'a pas de valeur, mais ça permet de dire à telle date, j'ai rentré un patient en AOD, en AVK, c'est le même code pour l'ensemble des thèmes d'accompagnement. Donc, date d'entrée, un TAC, avec le patient qui est facturé avec ce 1 centime, le pharmacien qui est à la fois, bien sûr, celui qui facture et le prescripteur, et c'est dans le cadre de la FSE. Ensuite, vous avez un code pour la première année. Pour les anticoagulants, c'est AKI, donc c'est AVK, entretien première année, initialisation. AOD, c'est AOI, etc. Donc vous avez tout ça sur des fiches qui sont à votre disposition sur le site de l'USPO. Et pareil pour les bilans de médication. Donc BMI, initial, première année. Et ensuite, vous avez les codes pour la seconde année, qui s'appellent S, AKS, parce que c'est le suivi, c'est la seconde année. Et donc, vous avez ces codes pour AOD, AVK et asthme, mais vous avez 2 codes pour la seconde année pour les bilans de médication, puisqu'il peut y avoir un changement de traitement. Donc, c'est BMT, changement de traitement, BMS, juste quand c'est le suivi. Comment on facture? Donc, bien sûr, ces codes sont rentrés dans votre informatique, dans vos logiciels. L'ensemble des logiciels ont reçu cette codification, l'ont enregistré. Et quand vous tapez ce code, il sort avec le bon paramètre, le bon montant et remboursé à 100% avec une TVA qui est à 0. Vous savez que ce que l'on peut faire sur ces entretiens, on peut le faire également en télésoin, sauf le premier entretien initial. Donc, nous avons obtenu que quand on a un patient voilà, qui est asthmatique, on fait un premier entretien à la pharmacie et les autres entretiens, on pourra le faire à distance entre le pharmacien et le patient qui reste chez lui. Et donc, tous les autres entretiens pourront être de suivi, pourront se faire dans ces conditions. Nous avons également obtenu de pouvoir faire des bilans de médication partagée pour les patients résidant en EHPAD. C'était absolument indispensable, puisqu'on sait que là, on a des personnes qui sont très âgées, qui sont polymédiquées, et où, bien sûr, les bilans de médication partagée sont parfaitement pertinents. La compétence du pharmacien et l'expression de son expérience clinique est absolument indispensable. Donc maintenant, vous pouvez les faire. Bien sûr, le recueil de l'information se fera auprès de l'équipe soignante, parce que bien sûr, les patients ne sont pas toujours en état de vous donner toutes les informations, contrairement aux patients qui viennent à votre officine. Et vous allez restituer votre analyse pharmacologique à votre médecin traitant, au médecin traitant du patient, pardon, et également au médecin coordonnateur, à l'équipe de soins. Et s'il y a des changements et un suivi, et ça permettra de travailler avec l'équipe de soins. L'observance, bien souvent, les pharmaciens font les semainiers pour les EHPAD, donc ils ont parfaitement l'observance des traitements, mais ils peuvent vérifier avec l'équipe soignante ce que le patient ne prend plus, ou ce qu'il prend moins, ou ce qu'il prend avec difficulté, tous les problèmes de déglutition que
que l'on peut rencontrer, bien évidemment, sur les formes pharmaceutiques. Donc là aussi, c'est à peu près 600 000 patients qui sont en EHPAD. Les pharmacies s'occupent de ces patients, et donc là aussi, on a élargi le champ d'intervention du pharmacien à travers les EHPAD. Pour la séquence de facturation, donc quand vous avez fini votre entretien, votre parcours, la première année, eh bien, vous pouvez facturer immédiatement en présence du patient, en faisant une feuille de soins électronique, puisque c'est le dernier entretien. Vous allez pouvoir facturer de suite votre acte de AVK initial ou AOD initial, etc. Alors, ça vient d'évoluer. Contrairement à ce que vous avez dit dans la première circulaire, nous avons obtenu de facturer à la fin du parcours la première année. Pour pouvoir faire un suivi la seconde année, il est nécessaire d'avoir 12 mois d'écart. C'est-à-dire on ne peut pas facturer dans la même année un entretien initial et un entretien de suivi. Il faut avoir 12 mois d'écart. Et ce qui a été également obtenu, c'est de ne plus le faire en année civile. Vous démarrez un entretien au mois de juin, vous l'avez fini en juin de l'année précédente, eh bien, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez continuer et le refaire. Donc, ce n'est plus en année civile, mais c'est en année glissante. Donc, quand vous avez enregistré votre code d'adhésion et que vous avez facturé, vous savez que l'année suivante, vous pourrez redémarrer avec 12 mois de décalage. Donc, là aussi, de la souplesse plutôt que de tout facturer comme c'était fait au tout début, à la fin de l'année, ce qui n'avait encore pas de sens. Le cas particulier des patients qui sont décédés, ce qui peut arriver sur un entretien, et donc vous ne pouvez pas finir l'intégralité de votre parcours, ce n'est pas pour autant que vous allez être pénalisé. Donc, sur la première année, sur les AVK AOD, vous allez pouvoir, si vous avez fait au moins 2 entretiens, vous allez pouvoir facturer votre patient, même si malheureusement il est décédé. Et dans le cas du bilan de médication partagée, une fois que vous avez transmis les informations au médecin, et si malheureusement le patient décède, vous allez pouvoir facturer votre bilan de médication. Et pour les années suivantes, eh bien, si vous avez fait au moins un entretien, eh bien, si le patient décède, vous pouvez malgré tout facturer l'intégralité de votre suivi du patient. Reste le cas particulier du rattrapage du retard, donc de ce qui a été fait en 2019 et ce qui a été commencé en 2020. On vous avait donné comme consigne de ne surtout rien enregistrer sur Amédi Pro, que ça ne servait à rien et qu'il ne fallait pas faire de double enregistrement. Donc, si vous l'avez enregistré, ce n'est pas grave, mais vous allez pouvoir maintenant régulariser d'un coup tous les bilans que vous avez faits ou tous les entretiens que vous avez faits en 2019. Alors, comment il faut faire? Eh bien, vous allez enregistrer pour ce patient le code adhésion à la date où vous avez commencé l'entretien. Donc, si c'est janvier 2019, vous enregistrez janvier 2019. Et ensuite, vous allez facturer le code accompagnement de la première année à la date où vous avez terminé le parcours de l'entretien. Donc, si vous avez fait 1er janvier 2019 et que vous avez fini en septembre 2019, eh bien, vous enregistrez TAC au 1er janvier et AOD, si c'est AOD, au 30 septembre 2019 et vous êtes payé dans la foulée. Donc, ça, c'est un entretien initial, donc la première année. Si c'était un entretien de suivi, parce que vous aviez déjà fait des entretiens en 2018 et en 2017, donc là, il n'est pas nécessaire d'enregistrer le code adhésion, le TAC, ça ne sert à rien.
vous allez simplement enregistrer à la date du dernier entretien qui finit le parcours de suivi, le bilan de médication ou l'entretien à la date exacte en 2019. Si vous êtes sur des entretiens que vous avez commencés en 2020, vous allez maintenant, dès à présent, enrichir avec la date d'adhésion à laquelle vous avez démarré, et puis vous facturerez en 2020 quand vous aurez fini le parcours du patient. Voilà. Donc tout ça, vous le retrouvez sur le site de l'USPO. Et si vous avez des questions ou des points particuliers, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, n'hésitez pas à nous solliciter par mail et nous vous répondrons. Et s'il y a des difficultés de paiement, il ne faut pas hésiter à nous les remonter immédiatement. J'ai fini sur cette première partie. Bénédicte, est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées sur les bilans de médication et les entretiens? Alors, une question sur les codes. Est-ce que les codes dont vous avez parlé, avec AI, enfin, AKI, etc., sont déjà disponibles sur les LGO? Oui, les LGO ont reçu le cahier des charges il y a plus de 2 mois maintenant, et donc ils savaient que ce serait opérationnel à partir du 1er juillet. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, s'ils ne sont pas disponibles, eh bien, je vous invite à leur dire ce que vous en pensez, parce que ça vous fait perdre de l'argent. Et ensuite, peut-être qu'ils n'ont pas fait juste l'explication. Parfois, c'est le tuto qui n'a pas été envoyé dans les délais, puisque eux aussi ont été un petit peu surchargés. Et donc, il faut demander comment vous pouvez facturer les bilans et à eux de dire où c'est qu'ils ont mis en place et comment on accède à ces codes. Ok. Est-ce que les facturations apparaissent sur les décomptes de la Sécu des patients? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce que l'on fait est transparent. Là aussi, c'est un gage de sécurité. Et bien évidemment, sur les décomptes des assurés vont apparaître les entretiens réalisés, puisque tout ça, de toute manière, ne peut se faire qu'avec l'accord du patient, bien évidemment. Pour la facturation des entretiens ou des BPM 2019, il n'y a pas de délai pour le règlement. Comment gérer le code TAC? Doit-on le faire en même temps que la facturation de l'entretien ou du BPM ou pas de code spécifique? J'y avais un peu répondu. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous avez fait un bilan de médication en 2019. Si vous l'avez commencé au mois de mai, et là, vous mettez TAC à la date où vous avez commencé. Vous avez fini au mois de novembre, au mois de décembre, dans les différentes étapes. Vous facturez votre bilan de médication initial au mois de décembre, quand vous avez fini à la date. Alors, vous le facturez maintenant, mais avec la date du mois de décembre. Et vous allez être payé de suite en 5 jours. Et pardon, juste quand on fait ce rattrapage de 2019, pardon, il n'est pas nécessaire de faire signer le CERFA par le patient, puisqu'on est sur une phase de rattrapage. Donc, il n'y a pas de signature. Par contre, bien évidemment, vous devez garder tous les documents qui vous ont été utiles pour faire ces entretiens. Parce qu'en cas de contrôle, si l'assurance maladie veut savoir s'il y a eu, si le travail a été effectif, eh bien, vous avez rempli le document qui est disponible sur Amedipro pour faire le suivi de l'entretien. Pour ça, je vous invite bien sûr à faire attention et à bien les garder. Peut-on faire plusieurs entretiens le même jour, par exemple pour les AVK? Je pense que peut-être la question c'est peut-on facturer plusieurs entretiens le même jour? Enfin, les Alors, deux. si ce n'est pas pour le même patient, oui, il n'y a pas de problème. Donc, si vous faites le rattrapage et que vous décidez de faire ça un jour de pluie où il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un patient qui a accès au bilan de médication, il peut aussi avoir accès à un entretien AOD. Donc, les deux thèmes peuvent se cumuler. Bilan de médication AOD, ce n'est pas incompatible. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Là, vous pouvez avoir le même rythme de facturation.
Nous avons fait 8 bilans en 2019. Doit-on les refacturer ou attendre le paiement par la CPAM? À mon avis, 2019 n'a pas été payé. Donc, vous faites la saisie, vous refaites la saisie et vous facturez là maintenant avec des dates de 2019, hein, parce que si ce patient, vous continuez à le suivre, il faut bien enregistrer la date de 2019 pour pouvoir faire un suivi en 2020. Donc, vous facturez. Je n'ai pas compris quels entretiens étaient faisables en EHPAD. AVK, asthme? Non, ce sont que les bilans de médication partagés qui sont réalisés en EHPAD. Et ça n'a pas été facile, hein, parce que il a fallu faire forcer la main de l'assurance maladie en fin d'année dernière, quand on a signé l'avenant 19 et l'avenant 20, hein, on a mis ça en place. Et d'ailleurs, il a fallu exprimer ça comme une expérimentation de 2 ans. Mais nous, ce que l'on sait, c'est que les 600 000 patients qui sont en EHPAD, et le Covid nous a montré que ces patients étaient particulièrement exposés, méritent un suivi pharmaceutique et un bilan de médication. Et ce n'est pas parce qu'ils sont en institution, ils ont parfois du mal à exprimer leur traitement parce que ce n'est pas eux qui le gèrent, c'est plutôt bien sûr des infirmières de l'établissement qui doivent être exclus d'une analyse pharmaceutique et de conseils que peut apporter le pharmacien à la stratégie de prise en charge et de prescription de ces patients. Comment savoir quels entretiens ont déjà été payés en 2019 et lesquels sont à facturer? Je ne sais pas si des entretiens ont été payés en 2019. Je ne sais pas. Donc, si vous avez bien sûr pas été payé, alors ne facturez pas 2 fois, hein, s'il vous plaît. Mais si vous n'avez pas été payé, et là vous avez pu demander à l'assurance maladie quels étaient les patients qui n'étaient pas payés, ce n'était pas toujours facile pour obtenir ce renseignement. Et si vous n'avez pas été fait payer, vous pouvez facturer. Et je crois qu'il y a eu très peu de paiements en 2019, parce que 2019, c'était les paiements des bilans de 2018. Donc, ce qui est en 2019 n'a pas été payé. Pour 2019, est-ce qu'on peut mettre pour un même patient sur un même dossier le code d'adhésion et le code acte de la mission faite sur la même facture et transmettre en une seule fois? Non. Vous faites, alors, d'abord, quand on facture les entretiens ou les bilans, il n'y a que ça sur la facture. On ne peut pas le facturer avec des médicaments, etc. Donc, le TAC, c'est un acte d'adhésion, et ensuite, vous facturez l'entretien initial sur la facture suivante, mais vous faites 2 factures, puisqu'il y aura 2 dates différentes. Donc, on ne peut pas faire sur la même facture 2 dates différentes, puisqu'il y a cette information qui est indispensable. Et bien sûr, si vous faites bilan de médication et AOD, bien vous faites 2 TAC, donc 2 codes d'adhésion qui peuvent être à la même date, mais vous en faites 2, et ensuite vous facturerez sur une facture séparée ce qui relève du bilan de médication et ce qui relève de l'AOD. Ouais. Vous répondez à la question là, en cas de long entretien avec A plus BPM, alors 2 facturations. Ouais. Est-ce qu'il faut respecter un délai minimum entre les différents entretiens d'un même thème et entre 2 thèmes différents, si le patient par exemple est sous avocat et AOD? Et sous AVK et AOD? Et AOD. Oui, en général, ils ne sont pas sur les 2 en même temps, mais oui, il faut, bien sûr, quand on fait un suivi du patient, on ne peut pas tout faire le même jour, hein. On ne peut pas faire l'analyse pharmaco, le retour au médecin avec des propositions, et après dire dans la foulée, je fais le suivi de l'observance du patient. Pour ça, il faut respecter un certain délai, mais il n'est pas dit que ce délai doit être 12 mois. Il peut se faire sur un délai plus court. Par contre, l'année suivante, l'entretien du suivi ne pourra se faire que 12 mois après. Il faut qu'un écart de 12 mois, on ne peut pas faire sur la même année de facturation. C'est la seule contrainte que l'on a aujourd'hui. S'il y a une année sans entretien entre l'année initiation et l'année de suivi, faut-il recommencer le protocole de l'année d'initiation?
Excusez-moi. Si vous Pas pouvez le facile comme reprendre. question. S'il y a une année sans entretien entre l'année initiation et l'année de suivi, faut-il commencer le protocole de l'année d'initiation? Non, non, Aussi. non. Non. Une fois que vous avez attaqué l'initialisation, même si ça a pris 18 mois, eh bien, après, c'est un entretien de suivi. Est-ce que la signature de l'adhésion par le patient est toujours obligatoire ou l'accord oral suffit? Non, il faut récupérer un document sur Amélie Pro qui est un engagement du patient à accepter de rentrer dans ce parcours de soins et dans ces entretiens réguliers avec le pharmacien. Donc, ça fait partie des documents que vous devez garder en cas de contrôle. Et puis, c'est aussi en cas de contestation de la part d'un patient, de dire, attendez, vous ne vous rappelez pas, vous m'avez signé un papier. Donc, il faut être, voilà, je pense qu'on allège les choses, hein, on est en train de les alléger sérieusement, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut relâcher en rigueur, mais les pharmaciens ont d'habitude de la rigueur. J'ai commencé des bilans de médication en décembre 2018 et je les ai terminés en 2019. Comment dois-je facturer? C'est un entretien d'initialisation, je suppose. Vous mettez 1er janvier 2019 pour le traitement, enfin pour le code d'adhésion, et puis vous facturez à la date à laquelle vous avez fini en 2019. Comment faire un BPM pour un patient en EHPAD qui n'a plus toute sa tête? Justement, c'était bien ça la difficulté, parce qu'on savait qu'un certain nombre de patients étaient moins autonomes et ne géraient plus leur traitement. Donc la dérogation que nous avons obtenue, c'est d'avoir un échange et un recueil d'informations avec l'équipe de soins, que ce soit bien sûr les infirmiers, mais également le médecin coordonnateur, en récupérant la fonction rénale, en récupérant les difficultés, savoir si la personne est toujours alitée ou si elle peut se déplacer, si elle a des difficultés de déglutition. Voilà, toute une série d'informations qui nous permet, d'ailleurs, les informations seront plus riches parce qu'en général, on va récupérer la biologie et c'est pas toujours facile de récupérer la biologie avec le patient. Donc, ça permet de renforcer l'intervention du pharmacien dans l'EHPAD. Le pharmacien, quand il vient dans l'EHPAD, il ne fait pas juste qu'apporter des médicaments. Et là, il va non seulement apporter des médicaments, mais en plus, il va participer à la stratégie de prise en charge du patient qui va évoluer, bien évidemment, parce que ces patients ont des situations qui parfois se dégradent très vite et qui nécessitent des réadaptations. Et d'avoir le pharmacien qui émet son avis avec son expérience clinique aide les médecins. Et d'ailleurs, quand on travaille en EHPAD avec le médecin traitant et le médecin coordonnateur, pardon, je peux vous dire que ça renforce et ça permet d'avoir un dialogue extrêmement enrichissant pour les uns et pour les autres. Le LGO nous demandera-t-il un scan? Un scan alors, bien sûr, vous pouvez enregistrer toutes les pièces que vous allez faire signer par votre patient dans la fiche patient, en le scannant. Mais on n'envoie rien à l'assurance maladie. C'est-à-dire que ce qu'on envoie, le bilan que l'on va envoyer au médecin, c'est du médical. Donc ça, vous gardez le double, vous le faites passer par messagerie sécurisée. Bien sûr, vous pouvez l'enregistrer dans le fiche patient, comme ça vous avez plus facilement la possibilité de retrouver des pièces, mais il n'y a pas d'obligation à envoyer à l'assurance maladie, sauf la dernière, si vous facturez en sécurisé, bon, c'est une FSE, la carte vitale, vos signatures du patient. Si vous facturez en dégradé, il faudra faire un CERFA avec la signature du patient, sachant que pour les EHPAD, bien sûr, la signature n'existe pas. Pour les entretiens pharmaceutiques, il faut bien faire au moins 2 entretiens par an. Deux accompagnements, oui, 2 entretiens. Pour les, alors oui, pour les Pour les entretiens. entretiens. Ouais, Alors, je vais le reprendre. La séquence pour la première année, pour les entretiens AOD avec A et asthme, c'est un premier entretien d'évaluation et puis 2 entretiens thématiques. Et la seconde année, c'est que 2 entretiens thématiques qui peuvent être un suivi d'observance.
Ayant changé de finesse, pardon, en 2020, puis-je continuer les bilans commencés en 2018? Oui, vous ressaisissez, il faut tout ressaisir. Voilà, et vous repartez. S'ils n'ont pas été payés sur l'ancienne finesse, vous êtes légitime à vous le faire payer sur le nouveau finesse. Donc vous redémarrez des saisies, voilà, en mettant le 1er janvier 2019, pour pas faire de difficultés. Puis voilà, le tout, c'est que le boulot soit fait. Du moment que le boulot est fait, il n'y a pas de souci, même si ça a pris 18 mois. Vous avez indiqué qu'on n'était pas obligé d'attendre 1 an avant de facturer le code de la première année, mais quelqu'un demande le délai minimum entre la facturation de l'adhésion et la facturation du suivi. Est-ce qu'il y a un délai minimum? Ça n'a pas été fixé en délai minimum, mais si vous facturez le lendemain, ça veut dire que vous n'avez pas fait le boulot. Parce que vous ne pouvez pas faire à la fois l'entretien de recueil, l'analyse pharmaco, le suivi du patient et l'observance. Bon, voilà. Donc après, et puis, comme on le fait en physique avec le patient, c'est important d'avoir un suivi sur l'année. C'est ça qui est important. Et le patient, il ne va pas, lui, vous n'allez pas lui faire un entretien marathon sur un seul jour, ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a pas de limite minimum. Il n'y a pas non plus de limite maximum, puisqu'on peut dépasser 1 an, mais bon, c'est bien sûr déconseillé. Mais voilà, à vous de gérer votre calendrier. Et d'ailleurs, je pense que nos éditeurs de logiciels ne nous aident pas dans cette affaire, parce qu'ils pourraient nous aider à tenir un calendrier, un cadencier, pour pouvoir réactiver et être à jour de nos rendez-vous, pour pouvoir solliciter des patients. Je pense qu'il y a un effort à faire de la part des éditeurs de logiciels pour nous aider à gérer les entretiens pharmaceutiques. Comment faire des bilans de médication si les médecins ne sont pas d'accord avec cette démarche? On n'est pas obligé de demander l'autorisation au médecin pour faire des bilans de médication. Donc, si le patient est d'accord, vous pouvez faire un bilan de médication. Vous pouvez faire votre analyse pharmaco et l'envoyer au médecin. Et si le médecin vous dit ça ne m'intéresse pas, eh c'est pas grave. Il ne tient pas compte de votre avis, mais vous continuez à faire le suivi du patient. Voilà, c'est dommage, mais je crois que s'il y a un côté positif de l'après-Covid, tout le monde a compris qu'il fallait travailler ensemble et pas l'un contre l'autre. Et les médecins savent, et d'ailleurs la grande majorité des médecins savent que quand le pharmacien leur passe un coup de fil, c'est qu'il y a un souci et qu'il vaut mieux avoir un dialogue. Et donc quand on fait une proposition sur une alternative thérapeutique, parce que le patient a du mal, qu'il n'a pas osé en parler au médecin, qu'il ne prend pas ce médicament sans le dire au médecin et que vous le découvrez, c'est important, c'est une information importante à la fois pour le patient, mais également pour le médecin. Savoir qu'il prend tel médicament qui est prescrit par un spécialiste, alors que le médecin généraliste n'est pas informé, je peux vous dire que de temps en temps, les médecins vous disent merci, parce que je comprends mieux maintenant pourquoi il n'allait pas bien, mais il ne me l'avait pas dit. Voilà. Donc, alors c'est sûr que ce n'est pas toujours facile, parce que certains médecins ont des a priori, mais je crois que les choses sont en train d'évoluer énormément et tout le monde a bien compris que la population vieillit, que les patients qui sont plus fragiles, ils nécessitent un suivi, un parcours de soins, et ce parcours de soins, il doit être multiprofessionnel. Il ne peut pas être monoprofessionnel. J'en ai encore quelques-unes. Si le patient était dans une pharmacie avec un suivi BPM et change de pharmacie, serait-il possible, au bout d'un certain temps, de refaire un BPM dans une autre pharmacie du coup? Oui, si l'autre pharmacie n'a pas fini le boulot, alors je ne m'en rappelle plus. Alors, je suis désolé, mais je crois que c'est le premier qui a fait du bilan Oui, c'est ça. qui peut le facturer. Après, bien sûr, si le patient a changé de pharmacie, vous allez pouvoir faire un bilan de suivi ou de changement de traitement si le patient a changé de traitement. Voilà. Donc ça, il faut lui demander quand est-ce qu'il l'a fait et vous pouvez bien sûr accompagner ce patient. Pour revenir sur les relations avec les médecins, j'ai encore une personne qui me dit de nombreux médecins ne répondent pas à l'analyse réalisée lors du BPM. Pour ma part, aucun n'a daigné répondre. Que faire?
Ouais, ben, ça arrive, hein. D'autres ont des réponses plutôt positives, hein. Voilà, il faut habituer les médecins à avoir ce genre de relation, cet échange. C'est ce que font nos confrères hospitaliers. Les confrères hospitaliers font de la conciliation médicamenteuse, notamment en gériatrie. Et je peux vous dire que les médecins spécialistes de gériatrie apprécient le travail des pharmaciens hospitaliers. Au début, c'était la même réaction, de quoi tu te mêles? Et après, c'est heureusement que tu es là parce que tu me files un sacré coup de main et tu me fais gagner du temps et tu me sécurises. Voilà. Donc il faut le faire progressivement et vous verrez que nous, on a des exemples, au contraire, de médecins qui vous ont, qui ont remercié des pharmaciens en disant ben, heureusement que tu me l'as dit, ça, je n'avais pas vu, merci de cet échange. Ok, voilà. Parce que vous savez, les bilans de médication, c'est parfois tout va bien. C'est rémunéré 60 euros. Et vous avez fait le boulot, il n'y a pas de problème, le patient est stabilisé, et il n'y a pas de difficulté pour l'instant. Eh bien, voilà, vous avez fait votre travail et vous pouvez envoyer au médecin. J'ai fait un bilan de médication, j'ai vu l'ensemble du traitement. Eh bien, voilà, le patient va bien, voilà, c'est tout. Et donc, voilà, mais sauf que vous l'avez surveillé, vous avez échangé avec le patient, vous voyez qu'il a compris son traitement, qu'il y adhère, donc tout va bien. Il n'y a pas que chaque fois des interactions médicamenteuses qui peuvent créer éventuellement des tensions. Heureusement d'ailleurs. Les entretiens observances peuvent-ils se faire au comptoir? Non, non, non. On n'est pas dans une situation. Quand on est sur un entretien, on le fait dans un espace de confidentialité. Voilà, ça permet d'échanger, d'être en confidentialité avec le patient parce qu'il va pouvoir exprimer des choses qu'il a peut-être jamais exprimées, même si on sait qu'à la pharmacie, il nous parle beaucoup et il nous confie beaucoup de choses. Mais bien évidemment, tout ça ne peut se faire que dans un espace de confidentialité. Et pour anticiper éventuellement une autre question, ce ne sont que les pharmaciens d'officine qui peuvent le faire. Les préparateurs ne peuvent pas faire de bilan de médication. Par contre, ils peuvent inciter des patients en disant, oh là là, vous avez beaucoup de médicaments, est-ce que ça ne vous intéresserait pas de faire un bilan et de voir avec le pharmacien et d'en parler avec lui, parce que là, on sent que vous avez du mal un petit peu à gérer votre traitement. Voilà, ils peuvent jouer bien sûr ce rôle, mais après, c'est un travail d'analyse pharmaco fait par un pharmacien d'officine diplômé. Même si parfois les sixièmes années nous aident, parce que ça fait partie de leur stage, et c'est très bien. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que les pharmaciens qui font des remplacements, qui ne font que des remplacements, peuvent faire des bilans de médication en EHPAD et facturer les honoraires, ou est-ce qu'on est dépendant d'une officine? On est absolument dépendant d'une officine. Je sais que certains essaient en gros, de piller, je le dis clairement, de piller la convention pharmaceutique qu'on est en train de construire. Et que certains voudraient le faire en dehors de l'officine. Ce qui est totalement incohérent, puisque le pharmacien connaît le patient, lui délivre les médicaments, et peut être un expert en pharmacie clinique en prenant le temps, dans un espace de commercialité, de suivre ce patient, peut-être pendant 15 ans, pendant 20 ans. On a mis beaucoup de temps à travailler avec les pharmaciens hospitaliers pour que l'on montre que le pharmacien d'officine n'est pas un commerçant, que c'est aussi un expert du médicament. Et donc, on a fait enfin tomber les barrières entre la vision hospitalière et la vision officinale. Et d'ailleurs, on travaille très bien avec la Société de pharmacie clinique pour justement rapprocher nos deux professions parce qu'on a les mêmes problématiques. Et qu'on peut échanger justement le bilan de médication avec notre confrère hospitalier qui est en train d'accueillir un patient et il a besoin de faire une conciliation. Eh bien, si le pharmacien d'officine a déjà fait une partie du boulot, il va pouvoir s'en servir et entraîner, et enclencher un dialogue. Des pharmaciens qui sont hors sol, qui ne connaissent pas le patient et qui viendraient donner un avis pharmaceutique dans le dos du pharmacien d'officine, ça ne pourra que créer de la complexité dans le parcours de soins et créer des conflits dans la profession. Donc, ça n'a pas de sens. Alors,
En EHPAD, qui signe l'accord de démarrage d'un bilan de médication? Il faut qu'on le fasse avec l'établissement pour voir, et l'établissement doit pouvoir recueillir l'accord du patient ou de la famille. Donc c'est avec l'établissement de mettre en place une stratégie, de proposer des bilans de médication pour l'ensemble des résidents, et la démarche administrative doit se faire au sein de l'EHPAD, mais ça se fait très facilement avec le médecin coordonnateur ou avec le directeur de l'établissement, qui voit ça d'un très bon œil, parce que, en fin de compte, on fait marcher la coordination au sein de l'équipe de soins. Et pour eux, c'est extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant. Toujours sur les EHPAD, pour pouvoir faire un BPM en EHPAD, est-ce que le patient doit être un patient de la pharmacie? Ah, oui, oui. C'est cohérent. C'est-à-dire, c'est le pharmacien qui délivre les médicaments, qui fait le bilan de médication. Il connaît le traitement, c'est lui qui amène les médicaments, et c'est bien évidemment lui qui doit suivre le patient. Il ne faut pas qu'il y ait deux pharmaciens. Un pharmacien qui fait de l'expertise, un pharmacien qui fait de la dispensation. Sinon, ça veut dire que le pharmacien qui fait de la dispensation, eh bien, tout le travail qu'on est en train de faire évoluer ce métier vers la pharmacie clinique, est complètement court-circuité. Donc, il faut être cohérent. Bien évidemment, c'est le pharmacien qui dispense, qui fait le bilan de médication pour son patient. En cas de contrôle, la Sécu a-t-elle le droit de consulter les BPM vis-à-vis du secret médical, etc.? Ben, si c'est un médecin conseil ou un pharmacien conseil qui vient faire le contrôle, oui, il peut regarder le contenu, puisque c'est un professionnel de santé et ils sont habilités à le faire. Si c'est un administratif qui vient vérifier si les bilans sont faits, eh bien, vous allez pouvoir montrer l'adhésion du patient, montrer que vous avez rempli le document du premier entretien, du second entretien. Après, il n'a pas regardé le contenu, il voit si les documents sont disponibles comme c'est prévu et ont été conservés. Comment se passe un bilan de médication en EHPAD si nous faisons une analyse pharmaceutique suite à une préparation de traitement, mais que nous ne pouvons pas rencontrer le patient? N'est-ce pas gênant de facturer l'entretien d'initiation? Non, non, c'est pas gênant, puisque c'est l'accord qu'on a obtenu avec l'assurance maladie. On sait très bien que les patients en EHPAD, ils ne gèrent pas leur traitement. Leur traitement est géré par l'équipe de soins, apporté ensemaigné auprès du patient, et le patient sait rarement exactement les médicaments qu'il prend, puisque tout est encadré, géré au sein de l'organisation de l'établissement. Donc c'est avec l'équipe de soins que l'on travaille. Bien sûr, s'il peut y avoir un dialogue avec le patient parce qu'il est valide, parce qu'il n'a pas de problème, parce qu'au contraire, il est plus autonome et qu'il faut maintenir son autonomie, mais c'est tant mieux, vous pouvez dialoguer avec le patient, et donc l'équipe de soins pourra éventuellement vous le proposer. Mais voilà, la dérogation que l'on obtient, c'est on travaille et on recueille toutes les informations auprès de l'équipe de soins, donc l'ensemble des soignants, avec le médecin coordonnateur. Peut-on voir les entretiens sur le DP? Non, ce n'est pas prévu. Par contre, ce sera enregistré sur le DMP, le dossier médical partagé. Comment peut-on réaliser un BPM quand on n'a pas accès à tous les autres documents médicaux et qu'on a du mal à avoir les informations avec les médecins? Alors, d'abord, quand on fait un BPM classique, c'est le patient qui vous donne toutes les informations. Et donc, vous pouvez lui demander ses résultats d'analyse biologique pour je dirais, renforcer, bien sûr, toutes les informations pour faire votre travail. Après, le reste, qu'est-ce que vous voulez récupérer? Le résultat de compte rendu opératoire de sa prothèse de hanche, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce sera disponible dans le DMP. Et donc, vous pourrez avoir des informations avec l'accord du patient dans le DMP. Sur quel support doit-on réaliser le BMP? Papier avec notre écriture plus lisible, ou existe-t-il un cadre informatique pour réaliser un support plus clair et lisible? Alors, malheureusement, le document qui est disponible sur Amélie Pro est un PDF, donc c'est pas top. Ça veut dire que voilà.
Après, certains éditeurs de logiciels ont mis à disposition un facsimilé du document Amélie Pro, et vous allez pouvoir le remplir éventuellement voilà, avec du Word. À vous de voir si vous pouvez le récupérer sur un format Word avec votre éditeur de logiciel. Par contre, une remarque de l'assurance maladie qui a été assez, je dirais, rude, c'est de nous rappeler que le document qui doit être utilisé est celui qui est sur Amélie Pro. Et que tous ceux qui proposent des documents différents, plus élaborés, moins élaborés, n'ont pas lieu d'être. Donc ça a été, on siffle la fin de la partie de tous ceux qui ont essayé de faire un copier-coller des bilans entretien en mettant chacun sa petite touche. Ça, on siffle la fin de la partie. Le document de référence, c'est celui de l'assurance maladie, point barre. J'ai encore 3 questions. Peut-on faire les bilans de médication dans un FAM? FAM? Désolé, mais si vous pouvez expliciter, ce serait bien. Foyer, je ne sais pas, d'adultes. Foyer adulte, oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont à domicile, si mes souvenirs sont bons. Donc, ils sont en foyer, oui, vous pouvez, voilà, là avec l'accord du patient et éventuellement de l'équipe soignante, mais on n'est pas dans le cadre de l'EHPAD, donc là, il faut recueillir auprès du patient des informations, ce qui n'est pas toujours simple. Est-il envisagé de pouvoir scanner l'analyse pharmaceutique dans le DMP pour que les hospitaliers ou le généraliste y aient accès? Alors, je ne sais pas comment on va enrichir le DMP de l'ensemble de ces documents, ce n'est pas encore opérationnel, et donc on vous répondra plus tard. Désolé. Et la dernière pour Je l'instant, pense que dans le DMP, on va acter que l'on a fait le job. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore le contenu disponible. donc la dernière pour l'instant, sur ma commune, les patients de l'EHPAD sont fournis par une pharmacie à plus de 10 km et qui ne fait pas de BPM. Que dois-je faire si l'EHPAD me sollicite pour faire des BPM? Compliqué. Parce que c'est à la fois contradictoire avec ce que je vous ai dit il y a 10 minutes, mais ça fait râler, parce que si le pharmacien s'occupe d'une EHPAD, il doit s'occuper de l'intégralité des patients et pas juste fournir les médicaments. Donc voilà, les BPM font partie maintenant du travail que l'on doit faire et rendre aux personnes âgées qui sont en EHPAD. Et donc c'est d'ailleurs un élément qui renforce la proximité pour pas avoir, je dirais, des personnes qui sont à 300 km et qui fournissent une EHPAD juste en faisant de la livraison. Je crois que ce n'est pas un bon service que l'on rend à la prise en charge de ces patients. Il faut qu'on passe à l'autre, Bénédicte. Ouais, je pense qu'on a fait le tour là. Alors, l'autre, c'est la dispensation adaptée. Donc, nous avons signé et nous avons demandé à l'assurance maladie de rentrer dans cette stratégie avec, ça fait 2 ans, 3 ans que l'on travaillait là-dessus et on n'arrivait pas à les convaincre. On a réussi à les convaincre à la fin de l'année dernière, donc en novembre, où on a mis en place cette dispensation adaptée. C'est vraiment la reconnaissance de notre rôle de pharmacien, expert du médicament, garant du bon usage. Beaucoup de pharmaciens le faisaient déjà, c'est-à-dire de ne pas délivrer le maximum de médicaments que l'on pouvait délivrer sur l'ordonnance, mais de délivrer les médicaments adaptés à la situation du patient. Par contre, ce travail n'était pas visible et n'était pas reconnu. Donc, avec cette convention, on le rend visible et on le rémunère. Ce qui montre bien que le pharmacien, ce n'est pas un distributeur de boîtes. C'est quelqu'un qui suit son patient, qui s'occupe de son patient et qui évite éventuellement des utilisations malencontreuses de médicaments stockés dans la pharmacie et que ce travail doit être visible et reconnu. Et je pense que c'est un signe très très important pour à la fois les autres professionnels de santé, les pouvoirs publics et les patients. Vous savez, on a l'habitude de dire à l'USPO, à des moments, il faut choisir. Vous choisissez le camp du commerçant, vous choisissez le camp du patient.
Nous, à l'USPE, on a choisi. Nous, on n'est pas des pousseurs de boîtes. Nous sommes des professionnels de santé, spécialistes du médicament, et tout ce qui peut améliorer la prise en charge du patient, éviter le risque iatrogène, être sur le bon usage, et de la compétence des pharmaciens. Et ce qu'il fallait bien sûr mettre en place, c'était un modèle économique. Aujourd'hui, plus vous délivrez de boîtes, plus vous êtes payé. Est-ce que c'est une rémunération qui est compatible avec le bon usage? Pas toujours. Eh bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer le modèle économique pour dire, même si je ne délivre pas la boîte, j'ai une rémunération parce que j'ai fait attention à mon patient, et le mécanisme incitatif de la rémunération ne doit pas être je donne le maximum de boîtes. C'est tout simple. Mais c'est un signal extrêmement important, stratégique. Quand on travaille avec des médecins, quand on travaille avec l'hôpital, quand on travaille avec des infirmiers, qu'on tient un discours de bon usage et que notre rémunération n'est pas compatible avec ça, eh bien vous n'êtes pas crédible. Donc le signal qu'on est en train d'envoyer, de façon très claire, en assumant une signature, en assumant une évolution du mode de rémunération, en acceptant les critiques, c'est de dire, regardez le pharmacien, eh bien, il va éviter de gaspiller, de faire gaspiller des médicaments, d'avoir des armoires à pharmacie qui sont avec des médicaments non utilisés parce que le patient n'en avait pas besoin, et de rendre le pharmacien responsable de cette situation, alors qu'il n'est pas toujours responsable de cette situation, et de dire au contraire, le pharmacien, eh bien, il est le garant du bon usage et de s'occuper du patient. Quand je n'ai pas besoin de ce médicament, je n'ai pas besoin d'en prendre, et le pharmacien n'en délivre pas. Eh bien, on le faisait déjà, tant mieux. Ceux qui le faisaient déjà, eh bien, seront rémunérés. Ceux qui ne le faisaient pas déjà seront incités à le faire. Et c'est tant mieux. Alors, comment ça va marcher? Parce qu'après, il faut trouver la mécanique pour qu'elle soit simple, facile à utiliser, pas chronophage, et derrière, avec un modèle économique qui permet de compenser partiellement ou totalement les médicaments que vous n'avez pas délivrés. Alors, premièrement, c'est la création d'un code traceur. Alors, je dis bien, c'est un code traceur, ce n'est pas la rémunération. Donc, ce code traceur, il est de 10 centimes. Il s'appelle DAD. Il est maintenant dans tous vos logiciels, sauf ceux qui n'ont pas fait le boulot. On en parlera tout à l'heure. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder votre ordonnance et vous allez avoir 7-8 lignes de médicaments. Eh bien, si sur les 7-8 lignes de médicaments, vous n'avez pas tout dispensé, ou même si vous n'avez pas dispensé une ligne entière, eh bien, à la fin, vous allez mettre DAD que multiplie 3 lignes, 3, si vous êtes intervenu sur 3 lignes. Et ça fera votre rémunération donc de 30 centimes. Alors, ce n'est pas la rémunération, pardon, c'est le code traceur. Et ça permettra d'ouvrir le compteur de la pharmacie, de votre pharmacie, pour après calculer le mode de rémunération qui, lui, bien sûr, viendra par une ROSP. Alors, pourquoi la ROSP? Parce que, bien sûr, pour pouvoir évaluer la valeur ensuite de la rémunération de tout ce travail, il faudra voir au bout d'un an le bilan de la diminution des médicaments qui sont concernés. On verra les classes thérapeutiques tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à la fin de l'année, on regarde l'ensemble de ces classes thérapeutiques, le nombre d'unités qui ont diminué, le coût moyen de ces unités, on fait une multiplication sur ces économies, et ça vaut la valeur de la rémunération chaque fois que vous avez fait un acte. Le plafond est à 3,60. Et comment on partage les économies entre l'assurance maladie et les pharmaciens? C'est 45% pour les pharmaciens, 55% pour l'assurance maladie. Donc on a fait quasiment moite-moite, ce qui n'était pas évident. Ce qui permet, eh bien, si on a des génériques, etc., de pouvoir mieux compenser la non-dispensation de la boîte de médicaments concernée. Bien évidemment, pour les DOM, le calcul de cette indemnité, de cette rémunération, sera implémenté du coefficient DOM. Donc les DOM n'ont pas été oubliés dans cette affaire, puisque bien évidemment, eux, les économies seront plus importantes, puisque les médicaments qui ne seront pas dispensés coûtent un petit peu plus cher.
Donc, pratique est simple, bas de facture, vous regardez vos lignes et derrière, vous comptez le nombre d'actes d'intervention que vous avez fait et vous multipliez par le nombre. Donc, c'est une vraie intervention pharmaceutique. Et c'est la première fois qu'on a une intervention pharmaceutique. C'est la première fois que les interventions pharmaceutiques, ce mot est enregistré dans la convention pharmaceutique. C'est la première fois qu'elle est rémunérée. Et donc, bien évidemment, c'est le début, j'espère, d'une longue liste sur les différentes interventions pharmaceutiques. C'est 10 ans de travail pour arriver enfin à cranter cette idée que le pharmacien, quand il intervient, il doit être rémunéré. Et ce n'était pas simple du tout. Alors, les médicaments qui sont concernés. Alors, bien évidemment, ce ne sont pas tous les médicaments. Ce sont les médicaments où il peut y avoir une fluctuation de la posologie ou éventuellement une non-nécessité de ce médicament parce que c'était un épisode particulier, mais qui n'était pas dans la durée. Alors, quels sont les médicaments qui sont concernés? Il y a à peu près 13 grandes familles et 22 classes thérapeutiques qui sont concernées. Alors, je les cite très rapidement, on fait des grands groupes. Ce sont tout ce qui est antiacide, antiflatulent. On y retrouve le Gaviscon, le météospasmide, le méthoxane, le Smecta. Je ne les cite pas tous. On y retrouve après les antispasmodiques et anticholinergiques. Alors bien sûr, c'est la mébévérine, le Spasfon pour les plus connus. Alors bien sûr, c'est Spasfon mais générique chaque fois. La motricité digestive, Motilium, Débrida, on retrouve bien sûr le Primperan. Les laxatifs et tout ce qui est lavement, donc on retrouve du Falac, Forlax, Éductil, Movicol, Normacol, toute une série Spagulax, Transipec, Transilane, dont des médicaments à forte rotation. Tout ce qui est antidiarrhéique et anti-infectieux, donc Imodium, Intetrix, Thiorfan, Thiophanor. Tout ce qui est bain de bouche, larmes artificielles et lubrifiants en statut médicament, dont l'acryvisque, Sikafluide, Artelac, gel larmes, tous ces médicaments, Nutrivisc, Céduvisc. Par contre, les dispositifs médicaux comme Vismed ne font pas partie de la liste puisqu'on est resté concentré sur les médicaments, mais bon, il y a Refresh, Lacrigel. Ensuite, sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, eh bien, voilà, l'Apranax, Nifuril, Tilcotil, Voltaren, Felden, Brexen. Ensuite, les coxibes, Arcoxia et Célébrex. Antirhumatismal et analgésique en topique, donc le Voltaren et Bugel, le Niflugel, le Jalden. Tout ce qui est médicaments antidouleurs et antipyrétiques non narcotiques. Donc là, c'est là où on retrouve le paracétamol codéiné, l'Ixprime, Spifen, Topalgic, Toprec, voilà, Xprime, Zaldiar, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, Advil, bien évidemment, également l'Acupan. Les émollients protecteurs, bon, il reste que le glycérol, vaseline, paraffine, c'est le générique du Dexéril. Les antiseptiques et les désinfectants, voilà, bétaline, diaceptile, Septivon et compagnie. Donc voilà, ça fait une masse assez importante de médicaments où, vous le savez comme moi, les posologies sont parfois variables, donc c'est de 1 à 3 comprimés par jour, c'est le macrogol en cas de constipation. Et donc, tout ce que vous ne délivrez pas parce que le patient n'en a pas besoin, ou parce qu'il lui en reste encore, ou qu'il en prend moins, ou que vous-même, vous l'avez conseillé de ne pas en prendre trop, notamment d'Ixprime, où on sait sur le tramadol, où on peut avoir quelques accoutumances, si on voit des États-Unis qui commencent à avoir pas mal de problèmes sur ce type de médicaments, eh bien, vous êtes rémunéré. Et si vous n'en délivrez pas, zéro, vous êtes aussi rémunéré, ça vaut un acte de dispensation adapté. Alors bien sûr, il y aura des contrôles, hein,
parce que si vous mettez DAD alors que c'est une amoxicilline, ça ne va pas faire. Et donc, il y aura bien évidemment des contrôles. Mais vous voyez qu'avec cette masse, on a fait un tableau, et merci à ceux qui ont fait le travail qui n'était pas simple, c'est d'avoir un tableau assez pratique au départ à avoir au comptoir, ce qui permet à toute l'équipe de ne pas oublier de facturer un multiple de 10 centimes et pour alimenter le compteur pour pouvoir être rémunéré après sur la roche. Donc ce sera de juillet à juillet, et donc certainement en paiement aux alentours du mois de septembre. Là, on a assigné pour 2 ans, hein, on va voir ce que ça donne et on va voir le calibrage tel qu'on a fait, s'il fonctionne bien. Ce que je peux regretter, c'est que les éditeurs de logiciels, certains ont fait le boulot, certains même ont fait très très bien le boulot, puisqu'ils ont même incrémenté sur le fichier article la référence DAD. Donc on sait quand on appelle un produit s'il est éligible à la dispensation adaptée. J'espère que tous les éditeurs de logiciels vont le faire. Alors, ce n'était pas facile pour eux parce que la liste n'était pas toujours, il y avait toujours quelques petits médicaments qui étaient encore sujet à discussion, mais ça restait des pouillèmes. Donc maintenant, la liste est stabilisée. Elle sera réactualisée s'il y a de nouveaux médicaments, de nouveaux génériques qui arrivent, etc. Et ce que je regrette, c'est que notamment Winpharma n'a pas fait le boulot, à ma grande surprise, en expliquant que ah non, ils ne savaient pas, ah ben non, c'est officiel, ah ben on ne connaissait pas le taux de TVA, mais qu'est-ce que c'est ce discours? Ils ont reçu comme les autres le cahier des charges, ils savaient exactement qu'il fallait faire le boulot au 1er juillet. Qu'est-ce que c'est cette façon d'expliquer qui n'étaient pas informés, qui n'étaient pas au courant? Ils sont en train de faire perdre de l'argent à tous les pharmaciens qui sont aujourd'hui équipés de Winpharma. Donc moi, je vous invite à les appeler et leur demander de vite mettre en place le système pour que vous puissiez faire le boulot comme les autres pharmaciens dans des bonnes conditions. Ce n'est pas acceptable. Je crois que j'ai fini la présentation. Oui. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, quand c'est nouveau, ça pose beaucoup de questions. Et donc, on est là justement pour y répondre. Et je vous invite vraiment à faire ce travail. Et ce que je sais, c'est que c'est assez amusant parce que tout le monde faisait ça déjà, bien évidemment. Et donc, simplement, vous allez le rendre visible et rémunéré. Voilà. Et si éventuellement, comme certains Cassandres le déclarent, ça ne marchera pas, eh bien, voilà, ça ne marche pas, mais il n'y a pas de perte pour les pharmaciens. Voilà, il n'y a pas un enjeu derrière de compensation par autre chose. C'est simplement une rémunération supplémentaire, une hausse supplémentaire qu'on est en train de mettre en place pour reconnaître ce travail de lutte contre le mésusage des médicaments et contre la iatrogénie, tout simplement. Donc, aucun risque. Alors, les questions. Oui. Alors, j'en ai pas mal. Alors, j'ai une personne qui trouve que la liste que vous avez faite qui a été faite, pardon, est incohérente. La liste des médicaments. Qui c'est qui dit La liste des médicaments des classes thérapeutiques, elle estime que c'est totalement incohérent. Ouais, ben écoutez, nous, on a trouvé en discutant avec l'assurance maladie et en mettant en place cette stratégie que c'était cohérent. On aurait pu mettre des choses en plus, on aurait pu mettre des IPP en plus. On n'a pas voulu, voilà, parce que c'était trop risqué. Là, quand on prend la liste des classes thérapeutiques, ben, je regrette la douleur. Bien évidemment, ça peut être variable. Donc, c'est cohérent de ne pas, quand on est sur du paracétamol, eh bien, c'est pas systématiquement 4 par jour, surtout quand on a 80 ans. C'est plutôt à éviter. Quand on a des problèmes de constipation, eh bien, c'est pas forcément tout le temps, toute l'année, qu'on a des problèmes de constipation. Il peut y avoir des périodes où on en prend moins et des périodes où on n'en prend pas du tout. Quand on n'a plus besoin de Smecta, d'autres types de médicaments ou de Gaviscon, ben, peut-être qu'on n'a pas des
des problèmes gastriques toute l'année. Et donc, ce n'est pas la peine de tous les mois donner 4 boîtes de Gaviscon. Dans la liste, moi, je veux bien qu'on me dise qu'elle est incohérente, mais encore faut-il qu'on me dise pourquoi. Alors, question sur dispensation à l'unité et sérialisation. Est-ce que cela ne risque pas de poser problème? Non, non, puisque la sérialisation, ce qu'on a proposé, c'est de décommissionner des médicaments à l'entrée. Donc, du moment que le médicament est stocké dans votre pharmacie, vous pouvez le délivrer. Et si vous ne le délivrez pas, ben, il n'est pas délivré. Et ce n'est pas parce que vous facturez un code DAD que ça a une incidence sur la sérialisation. Donc, pas de problème. Il y a eu un communiqué de l'autre syndicat. Comment interprétez-vous cette réaction très négative? C'est décevant d'avoir, je dirais, un partenaire qui passe son temps à attaquer l'autre syndicat. Je trouve cette attitude pas constructive du tout, pas constructive pour la profession, de systématiquement prendre le contre-pied de l'USPO. Ce n'est pas une politique syndicale. C'est d'ailleurs un aveu de faiblesse. Et j'ai remarqué qu'entre le moment où, au mois de novembre, nous avons acté avec l'assurance maladie cet accord et les déclarations qui étaient faites à l'époque, qui étaient extrêmement négatives, voire méprisantes, arrogantes, le sont moins aujourd'hui, puisque quand je lis le communiqué de presse, au-delà de l'attaque quasi personnelle, on y retrouve quoi? Faites-le quand même. Surtout, ne vous en privez pas, faites-le. Et de reconnaître que c'est pour la première fois une intervention pharmaceutique. Eh bien, ils reconnaissent l'intérêt à travers, je dirais, ce bougie-bouga de ce communiqué de presse qui dit tout et son contraire, que c'est une intervention pharmaceutique, qu'elle est utile, et les conseils aux pharmaciens de surtout le faire et de ne pas le boycotter, contrairement à ce qu'ils disaient au mois de décembre. Donc, c'est dommage que ce ton soit utilisé. On peut avoir des désaccords, ça c'est pas grave, on peut en discuter, on peut expliquer pourquoi on est désaccord, mais d'avoir un ton aussi arrogant n'est pas aujourd'hui acceptable. La division syndicale n'intéresse plus les pharmaciens et je trouve que la fédération aujourd'hui passe son temps à attaquer de façon très très agressive l'USPO. Je le regrette, c'est dommage, j'espère qu'on passera à autre chose rapidement. Alors, si nous adaptons la quantité de boîtes sur toute la durée de l'ordonnance, car par exemple ce sont des boîtes de 50, cela est-il inclus? Non, vous devez, d'abord, ce n'est pas des boîtes de 50, là, c'est souvent des boîtes de 20, puisque ce n'est pas des traitements chroniques avec des boîtes de 30, etc. C'est simplement, vous avez une ordonnance, vous avez la possibilité de délivrer 4 boîtes, vous n'en délivrez que 2, vous avez un DAD. L'autre question que j'anticipe, c'est si le patient n'en avait pas besoin quand il est venu. Il vous dit non, j'en veux pas, j'en ai pas besoin, vous lui avez posé la question, il n'en veut pas. Il revient 10 jours après, il en a besoin. Vous pouvez lui redonner, vous avez facturé votre DAD il y a 10 jours, c'est pas grave. De toute manière, à la fin, l'assurance maladie fera le bilan de l'ensemble des dispensations, du nombre de boîtes sur ces classes thérapeutiques. Donc, voilà, les choses peuvent changer au cours de mois, c'est pas grave. Maintenant, si un pharmacien fait systématiquement DAD et que derrière, la semaine suivante, il délivre des boîtes, ça va se voir. Donc, par rapport à la question qui était posée, c'est si vous avez donné le maximum sur le premier mois et que le second mois, vous en donnez moins, vous mettez DAD. Le troisième mois, vous donnez le maximum, mais vous ne mettez pas DAD.
Alors, pourquoi, j'ai pas mal de questions aussi là-dessus. Pourquoi faire une dispensation adaptée en fonction du nombre de lignes et non sur le nombre de boîtes non délivrées? Parce qu'on veut arrêter cette logique à la boîte. Vous avez bien vu que l'évolution du mode de rémunération du pharmacien, c'est justement se désensibiliser du prix du médicament et des boîtes. La course à la boîte aujourd'hui, c'est fini. D'ailleurs, quand on regarde les paramètres, c'est ceux qui diminuent le plus. Donc le 1 euro à la boîte aujourd'hui est un facteur très pénalisant de la rémunération du pharmacien. Donc, d'être un petit compteur à la boîte, d'abord, ça allait sacrément complexifier le travail du pharmacien. Et puis, de toute manière, ça ne servait pas à grand-chose, puisqu'on allait être sur un prix moyen et que la boîte de Macrogol et la boîte de paracétamol ne sont pas au même prix. Et donc, on n'allait pas faire un calcul à la boîte près. C'était totalement impossible. L'assurance maladie ne l'aurait jamais accepté. Donc, on le fait à l'acte de dispensation. L'acte de dispensation, ça peut être l'ordonnance, et ça peut être aussi la ligne. D'ailleurs, je me rappelle de ces débats il y a 4-5 ans où on disait comment on fait évoluer le mode de rémunération. Et il y avait cette idée d'être à l'ordonnance, mais également à la ligne. Donc là, on commence à rentrer dans une stratégie à la ligne et plus au nombre de boîtes. Donc c'est volontaire. Comment pourrons-nous vérifier notre rémunération liée à la dispensation adaptée? Eh bien, ce ne sera pas très compliqué, pour une fois, parce que des fois c'est un peu compliqué avec les ROSP. Eh bien, vous aurez, vous, le nombre de DAD que vous aurez effectué dans votre officine. Votre logiciel va vous donner le nombre de dispensations adaptées que vous avez effectuées. Nous, au niveau national, quand on va faire le bilan, on va faire le calcul des économies qui auront été réalisées. Je ne sais pas, moi, s'il y a 100 millions d'euros d'économies, 150 millions d'euros d'économies, tant de nombre de boîtes à moins. Voilà, on va faire une moyenne et on va dire la valeur de la DAD vaut 1 euro, 1,50 euro, 2 euros. Et donc, vous, en fonction de votre nombre de DAD, vous recevrez cette rémunération. Ce sera tout simple. Beaucoup plus simple que le numérique, dont il faut qu'on parle avant de conclure ce webinaire. Parce que on est sur. J'aimerais rectifier un petit peu des petits bruits de couloir qui ne sont pas raisonnables. Alors, il y a plusieurs questions aussi sur le fait de faire déjà cette dispensation adaptée avant qu'elle soit valorisée et reconnue. Et donc, si on a adapté déjà, il n'y aura pas de diminution du nombre de boîtes. Donc, pas Alors d'impact. effectivement, si on reste sur l'activité actuelle et qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre de boîtes non délivrées, effectivement, ben voilà, il y aura zéro. Il y aura zéro, sauf que vous aurez pris les 10 centimes et que derrière, on aura un petit peu mis en évidence votre travail. Ça, c'est la situation qui est la plus négative, et donc pas de perte, mais visibilité et voilà, 10 centimes multipliés par le nombre de DAD que vous aurez fait. Mais le fait de dire que l'on va rémunérer ce travail et le reconnaître va certainement inciter les pharmaciens à le faire un petit peu plus et un plus grand nombre de pharmaciens de le faire beaucoup plus avec l'équipe officinale. Et donc, je pense qu'il y a moyen de retrouver des économies. Alors, ce ne sera pas peut-être d'énormes économies, mais je dirais que le signal politique est aussi important que les économies qui seront générées et partagées avec l'assurance maladie. Donc oui, ça peut être le côté négatif, mais moi je crois qu'on est plutôt sur une tendance aujourd'hui à être sur le bon usage du médicament. On voit bien que tout le monde gravite, et dans tous les pays, autour du bon usage du médicament, et qu'il est important que le pharmacien ait une économie quand il est capable d'apporter du bon usage. Alors, après, qui doit déclarer le nombre de boîtes maximum à délivrer sur leur dos et calcule le différentiel de l'économie réalisée? Il n'y aura pas de calcul sur l'ordonnance.
le calcul sur la dispensation adaptée se fera au niveau national. On va prendre toutes ces classes thérapeutiques, tous ces CIP, et on va regarder entre juillet de cette année jusqu'à juillet de l'année prochaine par rapport à l'année précédente, combien de boîtes n'ont pas été dispensées. Voilà. S'il y a eu diminution. Et après, il y aura à la fois le nombre de boîtes, mais également la valeur. Parce que s'il y a beaucoup de macrogol et un peu moins de paracétamol, ce n'est pas la même valeur. Et c'est ça qui va faire le calcul. Donc ça ne va pas se faire à l'ordonnance, ça va se faire simplement en macro. Et ensuite, ça va redescendre de façon individuelle sur chaque pharmacien en fonction du nombre de dispensations adaptées qu'il aura facturé avec son code de traceur à l'assurance maladie. Donc, c'est une économie globale qui va être répartie individuellement en fonction du travail de chaque pharmacien. J'ai aussi pas mal de questions sur la mention si besoin sur l'ordonnance ou si nécessaire, etc. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir cette mention pour faire la DAD ou pas obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Vous avez une posologie macrogol 3 par jour. Vous discutez avec le patient, il dit mais moi j'en prends moins, 1 par jour ça me suffit. Eh bien, voilà, vous avez une DAD. Si vous avez de 3 à 4 par jour et que vous pouvez délivrer jusqu'à 11 boîtes et que vous n'en délivrez que 8, parce que le patient en a moins besoin, ça vaut DAD. Donc, quelle que soit la façon dont est libellée la posologie, vous pouvez calculer la quantité maximum que vous pourriez délivrer. Et si vous ne délivrez pas la quantité maximum, vous pouvez facturer une DAD. Est-ce qu'on peut facturer une DAD pour un médicament qui n'est pas remboursé? Non, non. Ce ne sont que les médicaments qui sont sur cette liste, et les médicaments qui sont sur cette liste ce ne sont que des médicaments remboursables. Quel TVA pour la dispensation adaptée? Il n'y a pas de TVA, c'est zéro. Ça aussi, hein, c'est des efforts non négligeables, hein, c'est-à-dire d'être considéré comme un professionnel de santé, pas un commerçant. Ça passe aussi par la TVA. Est-ce que les préparateurs peuvent utiliser ce code traceur? Oui, bien sûr. Au moment de la dispensation, eh bien, celui qui facture peut utiliser ce code traceur. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer à toute votre équipe, pour être sûr que tout le monde ait bien compris, qu'ils connaissent la liste des médicaments concernés, en fait, des classes thérapeutiques, qui sont cohérentes, et derrière, eh bien, de facturer DAD en fonction du nombre de lignes non dispensées. Alors, cette question revient régulièrement. Si c'est à l'initiative du patient, comment la Sécu va distinguer que c'est de la dispensation adaptée du pharmacien ou à l'initiative du patient? Si c'est à l'initiative du patient, c'est comme si c'est à l'initiative du pharmacien. C'est le dialogue entre le patient et le pharmacien. Donc, du moment que vous ne le dispensez pas, c'est une DAD. Vous savez, à des moments, il faut faire simple. Il ne faut pas commencer. Donc là, la règle est claire. La dispensation n'est pas complète, n'est pas intégrale, parce que le patient n'en a pas besoin, parce que vous avez échangé avec lui, parce que derrière, lui vous l'a aussi exprimé. Ça vaut une dispensation adaptée. Ça fait partie de notre rôle au moment de l'acte de dispensation. Y a-t-il une quantité maximale de lignes DAD par ordonnance? Non, 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 non. Si vous avez paracétamol, macrogol, l'arme artificielle et je ne sais pas trop quoi encore au Spaceforum, si c'est 4 lignes, vous ne délivrez pas tout, vous aurez 4 DAD. Si vous mettez 5 DAD alors qu'il n'y a que 4 lignes, c'est aussi possible, pas parce que c'est prescrit, c'est que si vous ne délivrez pas, si l'assurance maladie va avoir 4 lignes facturées, il va manquer une ligne, parce que le patient n'a pas voulu ce médicament, ça, j'en ai plus besoin,
ne me le donnez pas, eh bien, vous allez pouvoir mettre 5 DAD avec 4 lignes facturées. Par contre, sur l'ordonnance qui est scannée, il y a bien 5 lignes, bien évidemment. Que fait-on sur les mentions, enfin, que fait-on avec les mentions ne pas délivrer mis par les infirmières de l'EHPAD? Bonne question. Ben, c'est DAD aussi. Parce que du moment que, voilà, que ce soit l'initiative du pharmacien, du soignant ou du patient, ben, vous ne délivrez pas l'intégralité des médicaments, c'est DAD. Si on ne fait pas de tiers payant, est-ce qu'on peut toper une DAD? Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas facile les questions indirectes, hein, parce que Ça part un peu dans tous les sens et il y en a beaucoup, alors j'ai du mal à toutes les ranger, mais est-ce que les médecins ne seront pas tentés de limiter les quantités prescrites sur ordonnance pour limiter la ROSP des pharmaciens et la transformer en ROSP médecin? ils le font déjà. Ils ont déjà une ROSP pour prescrire moins. Donc ça ne change rien. C'est simplement que, voilà, on met nos ROSP compatibles, tout simplement. Alors les médecins, au début, activés par des gens qui étaient mal intentionnés, ont cru qu'on allait intervenir sur la prescription, que le pharmacien allait changer leur prescription. Pas du tout. On respecte la prescription. Simplement, quand le patient n'en a pas besoin, ou en a moins besoin, ou doit au départ monter en charge, eh bien, sur des tramadol, par exemple, eh bien, on fait notre travail, tout simplement. Voilà, la maline, on sait très bien que chez les personnes âgées, c'est des médicaments à utiliser avec beaucoup de précautions. Et donc, si la personne est soulagée avec 2, c'est pas la peine de lui donner l'équivalent de 6 comprimés par jour. Voilà. Parce qu'en plus, vous allez lui dire d'en prendre moins au départ. Et si ça suffit, ne pas passer à une posologie supérieure. Et ça, le médecin, il vous remercie. Parce qu'il sait très bien qu'il y a des effets secondaires sur tel et tel médicament. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité, bien au contraire. Et d'ailleurs, les patients nous ont posé la question, les associations de patients. Parce qu'on pourrait avoir un conflit avec les patients en disant, il ne m'a pas tout donné, qu'est-ce que c'est ce pharmacien? Et on a expliqué à France Asso Santé, à Gérard Raymond d'ailleurs, qui est venu sur un des webinaires de l'USPO, il m'a dit, mais excusez-moi, c'est génial ce que vous avez mis en place. Bravo, quel courage, quelle image vous donnez, extrêmement positive de votre profession. Donc d'être extrêmement attentif et pas être juste dans un calcul économique en essayant de donner des boîtes qui ne seront pas utilisées. Voilà, donc les réactions étaient très, 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 très positives. Il y a vraiment beaucoup de questions. Alors, j'essaie de faire un peu le tri, mais est-ce que la dispensation adaptée concerne aussi le renouvellement de l'ordonnance? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est tous les mois. Tous les mois, chaque fois que vous aurez l'ordonnance, même sur à chaque renouvellement, même le renouvellement exceptionnel, même si ce n'est pas toujours forcément concerné, vous pouvez facturer DAD, donc pas de problème, bien sûr. Même pour des ordonnances de 1 an, il n'y a pas de souci, notamment pour tout ce qui est collier. Si notre éditeur de logiciel n'a toujours pas créé la DAD, demain, quel est le CIP à mettre en avant si l'on veut créer nous-mêmes? Je ne sais pas quelles sont les capacités pour les pharmaciens de créer des codes eux-mêmes. Est-ce qu'ils en ont le droit? Je sais que certains logiciels l'autorisent, d'autres non. Ce qu'il faut, c'est demain appeler la hotline et leur dire, écoutez, moi je veux aujourd'hui, depuis le 1er juillet, il y a DAD. Comment je fais pour facturer DAD? Et c'est à eux, vous les payez assez cher pour qu'ils vous expliquent comment faire. Et si vous font perdre de l'argent, eh bien, montrez les dents parce que ce n'est pas normal que, alors qu'on le sait depuis le 20 février, puisque nous avons signé le 20 février, que c'est le 1er juillet que ça se met en place, que certains font semblant
tout d'un coup de tomber du nid en disant mais qu'est-ce que c'est cette histoire, hein, et de prétexter qu'ils ne connaissaient pas le taux de TVA, puisque c'est ce que j'ai entendu, pour nous expliquer qu'ils n'avaient pas fait. Voilà, donc ça, c'est pas sérieux. Pour cause de Covid, les quantités de médicaments concernés sur l'année de référence pour les calculs n'est pas. Est-ce que c'est pas faussé en fait? Est-ce que cette quantité des médicaments concernés n'est pas faussée sur l'année de référence? Non, j'ai regardé, hein. Alors c'est sûr qu'on a eu une baisse d'activité au mois d'avril et au mois de mai. Bon, on a eu une augmentation d'activité au mois de mars, hein, donc ça compense un petit peu, notamment sur les paracétamol, hein, où l'activité a été beaucoup plus importante. Alors, ça peut avoir un impact si ça continue, hein, c'est-à-dire que si juin est mauvais, juillet est mauvais, etc., ça peut avoir un impact. Mais si, de nouveau, ça continue sur toute l'année, ben, ça va s'équilibrer. Donc, personne n'avait prévu le Covid. On a signé cet accord en novembre et validé au mois de février. Voilà, donc on est avant ça. Mais au pire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si jamais il n'y a pas d'économie ou que les économies sont moindres, bon, ben, il ne se passera rien. Voilà, vous aurez des 10 centimes, vous aurez un petit peu plus, mais il n'y aura pas de perte pour les pharmaciens. Donc il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de risque pour la pharmacie. Alors si jamais il y avait un impact Covid déterminé, on l'a prévu, hein, on a dit que s'il y avait un événement qui pouvait perturber le système, il y avait une clause qui permettait de revoir. Donc on verra. Pour l'instant, on le met en route, on démarre, on espère que tous les éditeurs de logiciels vont faire le boulot. Et derrière, on fera des évaluations après, après 6 mois, 8 mois de démarrage pour voir où c'est qu'on en est. Si on a oublié de facturer la DAD avec les médicaments, peut-on le facturer seul après, en faisant du contrôle d'ordonnance, par exemple, si on s'aperçoit qu'un collaborateur n'a pas délivré tout et a oublié de facturer la DAD? Si l'ordonnance n'est pas partie, parce que quand on fait du contrôle d'ordonnance, on le fait souvent avant de l'envoyer en télétransmission, hein, c'est le double contrôle. D'ailleurs, c'est très utile parce que ça permet de détecter quelques erreurs et de pouvoir les réparer rapidement si nécessaire en appelant le patient. Et donc là, effectivement, vous pouvez rajouter DAD si ça n'a pas été facturé. Maintenant, si c'est parti en télétransmission et que vous vouliez facturer le DAD seul derrière, ça ne marche pas. C'est lié à l'ordonnance. Si un médecin met une mention ne pas délivré, que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut facturer une DAD? Ce serait assez curieux d'avoir la prescription de médicaments et après ne pas délivrer pour toute la durée de l'ordonnance. Ça peut être ne pas délivrer un mois, mais sinon ça ne sert à rien qu'il le marque. Hein. Donc ça peut arriver de temps en temps de dire il m'en reste une boîte, ne pas délivrer ce mois-ci. Et là, vous pouvez éventuellement facturer si ça concerne ces médicaments. Et souvent, ne pas délivrer, ça concerne des médicaments qui ne sont pas forcément sur cette liste. Est-ce que ce sera visible sur le décompte Sécu du patient? Oui, ce sera sur le ticket vital. Vous savez, au recto de l'ordonnance, ce sera facturé dans le détail. Donc, il y aura une ligne avec deux DAD 20 centimes. Et donc, le patient pourra vous demander à quoi ça correspond et vous pourrez le lui expliquer, puisque vous avez dit que vous n'avez pas délivré, puisqu'il n'en avait pas besoin, l'intégralité de tous les paracétamol. Et vous savez, les patients qui regardent le ticket vital au dos de l'ordonnance ne sont pas forcément très nombreux. Hein. Mais la transparence est absolument indispensable. Hein. On ne fait pas des choses sans que les patients, sans que les pouvoirs publics soient au courant. Hein. On ne joue pas à cache-cache. Cette hausse sera payée sur l'année suivante en mars? Non, elle sera payée en septembre, puisque ça s'arrêtera au 30 juin. Il faut à peu près 3 mois
pour caler l'affaire et faire les calculs et s'assurer que les calculs vont bien. Et après, c'est plutôt septembre. Peut-on facturer un DAD pour les HAD? Non, non, puisque l'HAD n'est pas conventionné et ne rentre pas dans la convention. Non. Alors, Après, il y a des questions. Waouh! Ouais. Je pense que j'ai fait le tour. Là, il m'en reste une. En facture dégradée, peut-on facturer un DAD refus générique? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, le patient veut, je ne peux pas prendre d'exemple parce que entre les TFR, les pas TFR, etc., je ne sais pas moi, il veut absolument, donc Forlax c'est le mauvais exemple puisque c'est déremboursé, je ne sais pas si se passe fond, etc. Il ne veut pas. Donc, vous mettez, faites votre facture payante et puis il veut qu'une seule boîte alors que il n'en a pas besoin alors qu'on n'aurait plus de 3 boîtes, eh bien, vous pouvez facturer un DAD. Donc, ce n'est pas incompatible ni avec la ligne où il y aura l'histoire du générique, le fait de faire une facture payante et de faire du DAD. Je vais finir par me faire le pinceau, parce que c'est dur, là, des fois. Je pense que j'ai fait le tour là, des questions à peu près. C'est bon. D'accord. Alors, juste un point. On va avoir à signer l'avenant générique pour l'année 2020. L'année 2020, donc vous savez que la ROSP générique a diminué, puisqu'elle est montée à 145 millions. Ensuite, eh bien, le prix des médicaments n'a pas arrêté de diminuer. L'écart entre le princeps et le générique n'ont pas arrêté de diminuer. Et comme on se partage les économies avec l'assurance maladie, bien évidemment, arriver à 140 millions n'est plus tenable quand le répertoire diminue, que les prix baissent et que l'écart de prix entre le générique et le princeps baisse. Donc ceux qui vous expliquent que 140 millions c'était formidable, c'était bien, oui bien sûr, mais ce n'est plus tenable. Économiquement, sur le calcul, ça ne peut plus fonctionner. Donc on est tombé sur une ROSP générique aux alentours de 65 millions cette année, en 2019. Donc bien évidemment, il était hors de question de reperdre de l'argent sur cette ROSP générique en 2020. Malgré l'article 66, ce fameux article qui dit qu'aujourd'hui, eh bien, le pharmacien, il ne substitue plus, puisque c'est la mécanique. Si le patient, s'il n'y a pas marqué non substituable avec les mentions non substituables, eh bien, le pharmacien, s'il délivre le princeps, fait payer le patient est remboursé sur le prix du générique, et donc, je dirais que la générication devient automatique. Donc, il fallait déjà garder, malgré cette situation, la ROSP générique. C'est ce que l'USPO a obtenu. Donc, nous aurons 65 millions en 2020 liés à la substitution générique. Avec, là, on est en train de finaliser les calculs pour que ce soit 65 millions effectifs avec un taux de progression des génériques qui soit aux alentours de 1,5, ce qui paraît raisonnable avec l'impact des mesures que l'on a connues en début d'année. Si aucun des deux syndicats signe cet accord, eh bien, ce n'est pas compliqué, c'est zéro. Donc, la profession perd 65 millions. Donc, bien évidemment, l'USPO n'a jamais raté la signature de l'avenant générique depuis le début, signera cet accord pour permettre aux pharmaciens d'avoir 65 millions d'euros, donc à peu près un petit peu plus de 3 000, entre 3 000 et 3 500 euros par officine, que ce n'est pas le moment de faire perdre de l'argent aux pharmaciens en faisant le malin, en disant « moi je ne signerai pas parce que j'aimerais avoir plus ». Oui, mais quoi pour avoir plus? Quelle proposition aujourd'hui, à part des incantations? Donc l'USPO est responsable, voilà, signera l'accord générique pour permettre aux pharmaciens d'abord de reconnaître ce travail, de travailler sur cet article 66 qui mérite d'être complètement revisité, et derrière
de ne pas perdre une économie bêtement par, je dirais, une non-signature inopportune sur la rose générique. Voilà. Donc, c'était aussi une réponse à des attaques totalement injustifiées, maladroites, contre l'USPO par d'autres syndicats. Je trouve que ça aussi, s'amuser à tenir ce type de discours n'est pas très constructif, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Bénédicte? Il y a des questions, mais ouais, Ça, sur les masques. Si vous voulez, on peut faire un peu de masques, hein. J'ai quelques questions sur les masques. j'en peux plus. J'en peux plus. Si vous Ça vous pouvez manquez, m'épargner, hein. si vous pouvez m'épargner les masques, mais je veux bien Je pense répondre à qu'il toutes ces y a questions, bien une question évidemment. qui revient régulièrement sur les masques, c'est celle-là, c'est est-ce que à partir du 11 juillet, on ne délivre plus de masques pour les professionnels de santé? Ah non, non, non. Ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence. Donc, un certain nombre de dispositifs s'arrêtent à la fin de l'état d'urgence, notamment les traitements substituts aux opiacés que l'on pouvait renouveler avec l'accord du médecin, etc. Mais on est en train de travailler pour faire pérenniser un certain nombre de dispositifs qui ont bien marché pendant cette période de Covid. La distribution des masques aux professionnels de santé et aux patients continuera tant qu'il y aura un risque Covid. Si le Covid devait s'arrêter ou devait poser, se ralentir, ou je ne sais pas, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que là, on est plutôt boule de cristal, eh bien, effectivement, ça s'arrêtera. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour les patients, certainement pas, puisque quand un patient est dépisté Covid, ou à travers les patients contacts, eh bien, c'est évident qu'il faut qu'ils aient accès à ces masques le plus vite possible. Pour les professionnels de santé, il est certain qu'à un moment, on retrouvera ce qu'on a connu à une certaine époque, c'est-à-dire eh bien, chaque professionnel doit s'équiper. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque la menace Covid est malheureusement toujours présente. Mais le fait maintenant d'être en flux tiré, alors je sais qu'il y a eu des ratés, je sais que certains grossistes n'ont pas distribué des masques chirurgicaux pendant 15 jours, je sais que les FFP2 commencent à arriver de façon un petit peu plus importante. Voilà. Enfin, on peut facturer de façon simple, avec, voilà, je dirais, une facilité, avec un code de patient unique et un code de facturation qui est maintenant bien connu et rodé dans toutes les pharmacies. Donc voilà, maintenant ça roule. Le tout, c'est qu'on soit approvisionné régulièrement en fonction de nos besoins. J'espère qu'il y a encore des incidents, hein, mais j'espère que c'est en train de se stabiliser. En tout cas, tant qu'il n'y a pas une nouvelle crise de Covid en Europe, l'approvisionnement semble maintenant un petit peu plus régulier. Maintenant, si tous les pays recommencent à avoir des demandes importantes et des besoins importants, je pense que ça va encore se reprendre. J'ai une question sur trois questions sur les génériques. Quand le prix du princeps égale le prix du générique et qu'on délivre le princeps, est-ce que ça diminue le taux de substitution? Oui. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. C'est-à-dire que sur l'accord générique, comme l'accord générique porte sur la photographie au mois de juin de l'année précédente, un certain nombre de médicaments qui sont passés en alignement de prix. D'ailleurs, je regrette les prises de position de Pfizer, Servier, Bouchara, hein, qui nous écrivent des courriers qui sont presque des insultes aux pharmaciens en expliquant qu'eux, pour préserver l'emploi, ils font un TFR à leur demande. Merci de la lettre, surtout que des fois elle a été envoyée 2 fois. J'avoue que certains laboratoires manquent de discernement par rapport à ce qu'ils considèrent comme des partenaires pharmaciens. Je suis très choqué, et d'ailleurs je l'ai dénoncé auprès du ministère de la Santé, ce que l'on retrouve sur des ordonnances du style tel médicament est aligné sur le prix, dont le pharmacien doit vous faire le tiers payant et doit vous donner le princeps. Qu'est-ce que c'est ces
comment des éditeurs de logiciels permettent de faire écrire des choses pareilles de façon systématique à des médecins? Quel est le message qui est envoyé? Est-ce qu'on ne revient pas 20 ans en arrière sur les méthodes de la visite médicale qui faisaient prescrire des noms de marques, alors qu'aujourd'hui, la règle, c'est la prescription en décès. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, on parle de l'après-Covid, hein, enfin, le nouveau monde, et là, on voit arriver plus que l'ancien monde. C'est inadmissible, ce genre d'attitude. Donc, il faut que ça s'arrête. Ce qui veut dire que cet article 66 est en train de déraper complètement, de dériver et de remettre des mauvaises pratiques en route qu'on croyait complètement perdues. Alors oui, ça fait chuter le taux de substitution tant que ces molécules restent dans le répertoire. Quand doit être signé l'avenant générique? Le 15 juillet. Alors, s'il est signé le 15 juillet, ce qui devrait être le cas, en tout cas par l'USPO, de toute manière, il s'applique depuis le 1er janvier 2020. Hein. On a l'habitude. Hein. On le met toujours en place. Et là, bon, bien sûr, on devait le signer au mois de mars, avril. Avec le Covid, tout a été remis en question. Et donc, il est temps de le signer parce que sinon, on va faire une année 2020 blanche, ce qui veut dire 3 500 € perdus par chaque officine. Donc, il faut vite signer. Alors, j'ai une dernière question. Quand le patient ne veut pas de générique, je fais une facture payante avec une feuille à envoyer, mais peut-on faire une télétransmission? Alors, la règle, c'est de faire une facture payante hein, et c'est le patient qui s'occupe de se faire rembourser. Si vous faites une télétransmission, même si la facture est payante, que derrière le patient est remboursé sous 3 jours, alors qu'il vous a payé avec une carte bleue à débit différé de 30 jours, il a plutôt intérêt à prendre le principe. Donc voilà, c'est la règle, c'est un tiers payant, c'est pas de tiers payant, donc c'est une facture que vous remettez au patient et le patient se débrouille. Alors certaines caisses se disent ça me fait trop de travail. Ben, ils n'avaient pas qu'à mettre en place ce type de procédure. Voilà, donc quand on fait tiers payant contre générique, on assume la surcharge de travail qu'elle induit et on sait que c'est induit souvent parce qu'il y a un non substituable abusif. Voilà. Donc c'est contre le non substituable abusif qu'il faut travailler et pas chercher du côté des pharmaciens alors qu'eux font bien le boulot. Pour moi, c'est bon. J'ai plus de. Ben, J'ai ça des va. propositions de boycott de laboratoire, mais sinon, j'ai pas de questions. Non, moi, boycott, je ne sais pas ce que ça veut dire. Sinon, je me retrouve en prison avec des oranges, mais les oranges, au bout d'un moment, ça lasse. Donc, j'ai rien entendu, j'ai rien compris et surtout pas. Ta Ah, j'ai une question. dernière question pour Ah, finir sur une autre note. Est-ce qu'il y aura une aide pour perte d'activité pour le mois de juin? alors, normalement, oui, il y aura de nouveau, ça devrait être reconduit. Hein. Donc, vous avez eu la possibilité de déclarer jusqu'au 26 juin la perte d'activité de mars, avril. Vous avez la possibilité encore de déclarer la perte du mois de mai. Et il y aura certainement une déclaration de la perte du mois de juin. Nous sommes en train de finir la négociation sur l'aide Covid qui correspond au travail que nous avons fait qui n'a pas été rémunéré sur la période du mois de mars, du mois d'avril et du mois de mai, sur la distribution des masques, sur l'équipement des officines, etc. Bon, on est en pleine discussion, c'est jamais facile hein, parce que tout ça fait beaucoup d'argent, mais je pense que voilà, on va aboutir. Moi, l'objectif, c'était que cette prime, cette indemnité plutôt, pas une prime, soit versée courant juillet ou plus tard début août, parce que voilà, l'économie de l'officine a été sacrément malmenée pendant cette période. Si je dois dire un mot de conclusion, Bénédicte, s'il n'y a plus de questions, moi je voulais vous C'est bon. remercier parce que au mois de juillet, voilà, vous avez été nombreux à assister à ce webinaire. Vous savez qu'on continuera à les animer au fur et à mesure des besoins et de l'actualité. Donc merci pour votre fidélité. Et je voudrais encore vous dire
parce que les retours qu'on a eus, puisque là on est remonté sur Paris, on a eu des contacts avec les ministères, des contacts avec les services, et je peux vous dire que le travail que vous avez fait, ce que vous avez réussi à faire pendant cette période est reconnu, même si ce n'est pas souvent déclaré, même si ce n'est pas souvent dit. Je peux vous dire que tout le monde a compris que cette profession est une profession responsable, efficace, capable de s'organiser et capable de tenir bon pendant des périodes difficiles, et que ça, personne ne le conteste. Donc, en tout cas, merci pour tout votre travail, merci pour votre écoute. Continuez à nous poser des questions, n'hésitez pas, puis si on n'a pas pu répondre à tout. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, de détails sur les dates, ça montre bien que voilà, tout le monde cherche à bien faire et à bien comprendre. Et pour ceux qui peuvent partir en vacances, eh bien, je souhaite de bonnes vacances. Pour ceux qui ne peuvent pas partir, je souhaite bon courage et puis à très bientôt et merci Bénédicte. Merci, au revoir. Au revoir.